Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je commence à prendre le coup maintenant, hein, vous voyez. Je vous fais une petite vidéo en fait, je pense hyper importante quand on commence les essais bébés. C'est tout ce qui est lexique, puisque vous allez voir en fait tout ce qui est vocabulaire. C'est un monde un peu particulier. Une fois que vous rentrez dans les essais bébés, vous allez être confronté à des forums, à des filles qui sont là depuis des années et qui maîtrisent énormément tout ce qui est vocabulaire autour de ce monde-là. Et puis des abréviations qui vont être souvent utilisées parce que souvent utilisées. Vous avez compris. Souvent utilisées parce que oui, elles sont souvent utilisées, donc du coup on va les mettre pour aller plus vite. Voilà, donc on va commencer. On va pas faire une introduction de 10 000 ans. On va commencer directement par tout ce qui est essai bébé. On va dire naturel, sans trop passer par la PMA encore. Vous allez voir dès le début, vous allez être confronté à certains mots. Le premier, c'est Gigi. Alors moi au début, je me dis qu'est-ce que c'est ce mot? Mais en fait, Gigi, c'est le gynéco. Donc on économise 2 lettres en fait. Au lieu de gynéco, on écrit Gigi, mais ça va plus vite. Ensuite, vous allez voir, vous allez être confronté à des filles qui vont vous dire, ben moi je suis en C1, non, généralement ces filles-là vont vous dire je suis en C23, J28. Donc en fait, ça veut dire tout simplement qu'elles sont dans leur 23e cycle d'essai, donc ça fait 23 mois qu'elles y sont. Et J28, c'est le jour en fait à partir du premier jour des règles. Donc vous avez vos règles, c'est le J1, et donc J28, c'est le 28e jour. Pour les filles qui vont bien, c'est le jour de leurs règles. Pour celles qui sont un petit peu déréglées ou qui ont des cycles longs, elles vont encore attendre. Mais voilà, ça veut dire qu'elles sont dans leur 23e cycle et le 28e jour. Ensuite, vous allez voir souvent DPO. Alors, DPO, c'est Day Post Ovulation. Merci l'anglais. Donc du coup, c'est le jour après l'ovulation, le nombre de jours après l'ovulation. Par exemple, elles vont vous dire, je suis à 11 DPO. Est-ce que je peux faire un test? Donc ça veut dire qu'elles sont 11 jours après le jour de leur ovulation. Donc vous ovulez. Et là, c'est pas comme les règles. Le premier jour ne compte pas. Le jour d'après, c'est le DPO 1. Donc le J1 au niveau du cycle, c'est le premier jour des règles, il compte. Tandis que DPO 1, c'est le jour après l'ovulation. Donc le jour de l'ovulation ne compte pas. Bon, courbe de température. Si vraiment vous ne savez pas ce que c'est, je vous renvoie encore à ma vidéo, je vous le mettrai en barre d'infos, mais ça va leur permettre en fait de bien voir leur cycle et voir si elles ovulent ou non. Donc la courbe de température, je vous la passe. Le pic de LH, donc le pic de LH, c'est justement ce pic qui va faire que en fait vous ovuliez. Donc le pic de LH permet l'ovulation et c'est au niveau de la courbe de température, ce pic que vous allez voir qui vous permet d'avoir 2 plateaux. Le plateau bas avant l'ovulation, le plateau après l'ovulation, le pic de LH, il est au milieu. L'ovulation, donc c'est le jour où en fait votre ovule est expulsé, donc le jour où vous ovulez, l'ovule sort et il peut être attaqué par les petits spermatozoïdes. L'anidation, c'est le jour où votre ovule qui a déjà été fécondé et qui a déjà en fait tout le chemin dans la trompe et va arriver dans l'utérus. La nidation, c'est le jour où il s'accroche à une paroi de l'utérus. Il peut s'accrocher à droite, à gauche, en haut. Il peut s'accrocher où il veut. C'est le jour de la nidation. Alors, au niveau de la courbe de température, vous avez la phase, vous allez souvent entendre, je suis en phase folliculaire ou en phase lutéale. Alors, la phase folliculaire, justement, c'est la phase, comme je vous le disais, avant l'ovulation, la partie basse de la courbe. Pic de LH, donc vous ovulez, et juste au-dessus, vous avez la deuxième partie de la courbe, la plus haute, celle après l'ovulation, c'est la phase lutéale. Ensuite, vous avez TO, TG. Alors, TO, test d'ovulation, va vous permettre de faire des tests tous les jours à partir du J1, premier jour de votre cycle. Vous allez pouvoir faire des tests. Tout dépend quand est-ce que vous savez que vous ovulez à peu près. Si vous ovulez à J14, vous n'allez pas commencer les tests d'ovulation à J1, vous allez commencer à J10. Voilà. Donc les TO, ces tests d'ovulation, c'est des tests où vous faites pipi tous les matins et vous allez voir si oui ou non votre ovulation approche. Le jour où le TO, le test d'ovulation, est positif, ça veut dire que vous allez ovuler dans les 48 heures en moyenne, mais ça peut aller entre 12 et 72 heures. Ça dépend des femmes, mais généralement quand il est positif, vous savez qu'il faut y aller vite, parce que dans les 48 heures qui suivent, vous allez ovuler. TG, test de grossesse, le test qu'on fait normalement à J14, mais que nous, les filles en essai, on fait à J7.
Non mais là je suis à J7, bon je sais il est négatif, mais bon ça veut rien dire. Mais alors pourquoi tu l'as fait? Bah je sais pas, j'avais envie, voilà. Vous vous reconnaîtrez. Les gamètes. Alors les gamètes c'est justement les ovules, enfin l'ovule et les spermatozoïdes. C'est tout ce qui est en fait cellules reproductrices. Donc les spermatozoïdes et l'ovule sont des gamètes. C'est eux qui permettent de faire un bébé. Ensuite on a la PMA, la procréation médicalement assistée. Donc ça c'est l'aide médicale dont vous aurez besoin peut-être si vraiment ça ne marche pas. Mais on se calme, c'est pas très grave. Ça peut être l'homme ou la femme, on peut avoir des soucis au niveau des gamètes ou au niveau des organes reproducteurs. Parce que des fois ça peut être un utérus qui n'adhère pas, qui ne permet pas l'anidation. Donc voilà, il y a plein d'aides au niveau de la PMA. Je vous invite à me suivre, je pense qu'on y reviendra souvent. Donc au niveau de la PMA, on va vous demander de faire un spermogramme. Enfin, votre mari, votre conjoint, votre copain, un spermogramme. Le spermogramme, et ben en fait tout simplement, il va dans un laboratoire. On lui demande de faire ce qu'il faut pour faire sortir tous les spermatozoïdes et les mettre dans un petit flacon ou un petit tube, ça dépend. Et puis ce petit flacon va être analysé et on va pouvoir voir au niveau du spermogramme la qualité des spermatozoïdes, leur forme, leur vivacité, leur rapidité, voilà tout ça au niveau du spermogramme. Et vous avez aussi la spermoculture, donc là vous attendez un peu plus longtemps pour avoir les résultats. La spermoculture c'est de voir en fait s'il n'y a pas de germes, de bactéries au niveau des spermatozoïdes, enfin au niveau du sperme, qui empêcherait les spermatozoïdes ou de vivre tout simplement, ou alors de fonctionner normalement. Ensuite vous avez la FIV, la fécondation in vitro. Alors la fécondation in vitro c'est en fait la femme qui va être stimulée tous les jours à partir du J1, on va dire, bon ça peut être du J5, mais au niveau du début de cycle, elle va commencer à être stimulée et en même temps qu'elle va être stimulée par des injections, etc., elle va être aussi bloquée au niveau de son ovulation pour pas ovuler naturellement. Donc en fait, elle va se stimuler, les follicules vont grossir. Si vous ne savez pas comment ça se passe, vous pouvez aller voir ma vidéo sur mon problème d'ovaire polycystique, j'explique assez bien. En fait elle va être stimulée et en même temps bloquée, stimulée, bloquée. Et au niveau des examens, quand ça sera bon, on va lui dire bon bah ok, là on va passer au bloc. Donc en fait la veille elle va avoir une injection pour ovuler si vous voulez. Elle va passer le lendemain matin au bloc, on va lui retirer tous ses follicules, on va les mettre en laboratoire. Le jour même le mari va donner son sperme et le labo dans une petite boîte ils vont mettre un follicule et des spermatozoïdes à côté et les spermatozoïdes vont venir tout seuls attaquer l'ovule. Ils se débrouillent comme des grands, c'est juste qu'on les rassemble un petit peu parce qu'ils sont un peu feignants, ils n'ont pas envie de se retrouver dans l'état naturel. Donc on les met dans une petite boîte et on leur dit c'est parti. Quand vraiment ils n'ont pas envie, hein, des fois quand t'as pas envie, on fait ce qu'on appelle une FIV ICSI, défaut de langue, désolé. Donc une FIV ICSI, alors par contre ICSI j'ai du mal, je vais vous le dire mais bon... Je l'ai écrit parce que je ne me rappelle jamais. Intracytoplasmic sperm injection. Voilà. Donc en fait, tout simplement, on reprend le même protocole que pour la FIV, la femme au bloc, nanana. Mais seulement au niveau de la boîte, comme ils n'arrivent pas à se retrouver non plus dans une petite boîte, on prend l'ovule, on prend un spermatozoïde avec une petite pipette, on va dire. Et avec une aiguille très fine, on va venir l'injecter dans le follicule, enfin dans l'ovule du coup, dans l'ovule pour féconder un petit bébé. Mais du coup, on le prend et on le met directement à l'intérieur. Ben voilà, pas trop de fatigue quoi. Vous avez, avant la fécondation in vitro, possibilité de faire des inséminations. Les inséminations artificielles. Alors, on peut avoir l'IAC, l'insémination artificielle du conjoint, c'est-à-dire qu'en fait, la femme est stimulée de la même manière que pour la fécondation in vitro, ça ne passe pas au bloc. Le jour de l'ovulation, on la fait venir à la PMA, on la fait s'asseoir sur un fauteuil de gynéco normal, on écarte les jambes, et en fait, le mari qui aura aussi donné son sperme, on va récupérer tout dans une pipette, on les aura triés avant bien évidemment, on va prendre que les bons, que les rapides, voilà, on va les trier rapidement, on les prend et on les injecte directement en fait, et donc du coup ils vont faire le chemin tout seuls, c'est-à-dire qu'ils vont, si vous voulez, passer tout ce qui est col de l'utérus, ils n'auront pas besoin de le traverser puisqu'ils vont arriver directement dans l'utérus, et donc du coup, comme ils sont injectés dans l'utérus, ils auront quand même le chemin à faire au niveau des trompes
Et après, c'est la loi de la nature. Et on a aussi l'IAD, donc c'est l'insémination artificielle d'un donneur, du donneur. Donc là, en fait, c'est un don de sperme. C'est la même chose que pour le conjoint, sauf qu'en fait, on ne sait pas du tout à qui est le sperme. Il aura bien sûr été sélectionné avec des critères physiques, de manière à ressembler un peu au papa. Mais voilà, on ne sait pas qui c'est. Pour le moment, vous connaissez un petit peu les règles en France. On ne sait pas qui c'est et on ne peut pas le contacter. Donc tout ça se fait au niveau du spermogramme, spermoculture, récolte de sperme, etc. Tout se fait dans un sécosse. Donc le sécosse, c'est une annexe à la PMA. C'est un service qui veut dire en fait centre d'études et de conservation des œufs et du sperme humain. Donc en fait, c'est le centre qui va recueillir tout ça, tout ce qui est gamètes, qui va recueillir, qui va faire le spermogramme, spermoculture, récolte de sperme, conservation des ovocytes quand on en a trop, on les conserve, conservation du sperme, etc. C'est eux qui s'occupent de tout ça. Ensuite, une fois qu'on a passé toute cette période d'essai bébé, qu'on a la chance d'enfin tomber enceinte, on est confronté à d'autres petits mots qu'on ne comprend pas tout de suite. Déjà, malheureusement, vous allez voir beaucoup de femmes qui vont vous dire j'ai fait une FC, donc une fausse couche. Malheureusement, ça arrive. Et donc voilà, c'est une fausse couche FC ou une FCP, donc une fausse couche précoce. Alors là, généralement, précoce, c'est quand ça intervient assez rapidement dans la grossesse et plus généralement on fait toutes des fausses couches précoces. Ça nous arrive quand on fait un test de grossesse qui est positif à J12, non même pas, J11, J12 et qu'on s'est dit ça y est on est enceinte, etc. et qu'à J14 on a nos règles. Tout simplement parce que l'œuf ne devait pas tenir, n'était pas fécondé, voilà, c'est peut-être un œuf clair. Bon, œuf clair, donc j'en profite, c'est un œuf qui est vide, qui n'a pas été fécondé par un spermatozoïde ou qui a été mal fécondé, mais en tout cas, voilà, c'est un œuf clair, il n'y a rien à l'intérieur, il n'y a pas de bébé. Voilà, c'est un œuf vide. Dans ces cas-là, on fait une fausse couche précoce, dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, bon, il reste quand même accroché, on fait un curetage. Curetage, c'est quand on fait une fausse couche, mais que ça reste encore collé et qu'il faut aller gratter. Donc voilà, mais généralement on fait une FCP, une fausse couche précoce et l'œuf tombe naturellement et puis on a nos règles de manière généralement un peu plus douloureuse et un peu plus abondante. On peut malheureusement aussi faire une GEU, une grossesse extra-utérine. En fait, il y a bien eu une ovulation, une fécondation, une nidation, seulement l'œuf s'est accroché, donc à nider dans la trompe. Et donc pas dans l'utérus, donc il est resté dans la trompe, au niveau du chemin il est resté là-haut, il s'est accroché là-haut et là malheureusement ça fait très mal et il faut aller l'enlever parce que si ça grossit trop on peut malheureusement faire exploser la trompe et lui laisser des séquelles irréparables généralement puisqu'il faut en fait laisser tomber cette trompe et garder plus qu'une. Donc quand on a vraiment très très mal en début de grossesse, faut faire attention justement à ça, à la GEU, la grossesse extra-utérine. Ensuite, vous allez voir des femmes qui vont vous parler d'IVG. Donc ça, vous connaissez, c'est une interruption volontaire de grossesse. Mais vous allez voir aussi des femmes qui vont vous parler d'IMG, donc une interruption médicale de grossesse. Et ça, généralement, c'est quand il y a un problème médical au niveau de l'enfant. Et bon, pour des raisons où vraiment vitales, l'enfant de toute façon n'est pas viable, on demande aux parents de le faire partir, ou des fois c'est une maladie où les parents ont le choix mais qui préfèrent pour des raisons personnelles ne pas le garder et donc on interrompt la grossesse pour raison médicale. Du coup au niveau des délais c'est pas les mêmes, je ne sais plus au niveau des délais de l'IVG combien de semaines c'est, mais médical du coup ça peut aller beaucoup plus loin que les délais légaux de l'IVG. PDS, alors PDS c'est la prise de sang. Vous allez voir également au niveau de la prise de sang les BHCG, donc c'est les bêta-HCG, c'est l'hormone qui est sécrétée par l'embryon et dosée en UI par litre. Quand on va vous dire bon ben là je suis à 10 DPO et je suis à 10 UI, ça veut dire que la fille en fait a fait son test, donc sa prise de sang, sa PDS à 10 jours après l'ovulation et qu'elle est à 10 UI, donc elle est bien enceinte
mais c'est très tôt, voilà, c'est très tôt, mais elle est bien enceinte puisqu'en fait elle est au-delà des taux normaux et elle est considérée comme enceinte. Ensuite, une fois qu'on est bien enceinte et que tout va bien, que bébé s'est accroché, qu'il va bien, que les prises de sang sont bonnes, on va vous parler de SA, de semaines d'aménorrhée. Donc là en fait on compte les semaines à partir du premier jour des règles. Donc si vous êtes à 10 SA, ça veut dire que vous êtes enceinte depuis 10 semaines à partir du premier jour de vos règles. Ou alors on va vous parler de SG, donc les semaines de grossesse. Et là on part à partir du premier jour de l'ovulation. Donc ça c'est un peu complexe parce que vous avez les docteurs qui vont vous parler en SA, l'entourage qui va vous parler en SG, donc du coup tu sais plus où t'en es, t'es en train de compter, il y a des mois, tu te dis mais c'est pas possible, si je compte en semaine, la grossesse dure 10 mois, là je suis à combien? Donc on est d'accord, c'est très compliqué. Le mieux c'est de compter en SA, de se dire voilà je suis à 36 SA et puis voilà. La DPA, la date DPA, la date prévue d'accouchement. La date prévue d'accouchement, donc du coup c'est la date à laquelle votre gynéco a prévu que vous alliez accoucher. Elle est juste indicative, bien évidemment, c'est pas forcément ce jour-là que vous allez accoucher. Vous pouvez accoucher avant, vous pouvez accoucher après, mais c'est le jour estimé par rapport au jour estimé d'ovulation. Il estime le jour 9 mois après d'accouchement. Au niveau de votre grossesse, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des douleurs ligamentaires. Les douleurs ligamentaires, c'est les douleurs qui partent en fait de l'utérus et qui vous tirent partout, au niveau des reins, au niveau des fesses, au niveau des cuisses, au niveau de l'aine. En fait, c'est des douleurs ligamentaires dues à l'étirement de votre utérus parce que votre bébé grossit et du coup, vous allez avoir mal un petit peu partout. Vous pouvez également faire ce qu'on appelle le test du diabète gestationnel. C'est pas un diabète normal, c'est un diabète qui vient de la grossesse. Donc, vous allez avoir un test à faire. Donc, en fait, vous allez arriver le matin à une heure précise au laboratoire. On va faire une première prise de sang, vous serez à jeun. On va vous faire boire un magique produit bien sucré. Si vous avez le choix, prenez au citron, c'est le meilleur goût. Il n'est pas top, mais c'est le meilleur goût. Donc vous prenez votre petit jus au citron, vous le buvez rapidement puisqu'on vous met la pression pour aller rapidement, mais pas trop rapidement pour pas vomir, voilà. Donc vous buvez ça, ensuite on vous fait une prise de sang à 1 heure après. Et une prise de sang 2 heures après pour voir si vous avez développé du diabète par rapport à cette boisson-là et donc si vous faites du diabète gestationnel. Vous pouvez également faire une pré-éclampsie, donc ça c'est ce que j'ai vécu. Donc en fait beaucoup de tension plus des protéines dans les urines, ça c'est vraiment significatif de la pré-éclampsie. Donc si vous avez de la tension haute pendant votre grossesse et surtout en fin de grossesse et que vous voyez qu'elle est haute, vérifiez bien, faites bien des tests d'urine, protéines dans les urines, vous allez directement aux urgences. On peut vous déclencher aussi l'accouchement, on va vous parler donc de déclenchement. Vous avez 3 façons d'être déclenché. Vous avez le déclenchement par tampon quand votre col est immature, donc qu'il est vraiment pas prêt à accoucher. On vous met un tampon au niveau du col de l'utérus. On vous le colle en fait très proche, voilà, très loin. Et puis en fait par, je ne sais pas quel mécanisme, en tout cas tout ce que je peux vous dire, ça fait très mal. On vous ouvre, on vous dilate le col de l'utérus pour favoriser justement la dilatation et l'accouchement. On peut vous déclencher également par ocytocine qui va favoriser les contractions. Donc au niveau de votre col, c'est que ça va. Mais en fait on va vous déclencher les contractions pour favoriser la descente du bébé et puis la dilatation complète de votre utérus. De votre col de l'utérus, pardon. Et puis on peut aussi vous déclencher par gel, en fait. Ça va favoriser des contractions et de la même manière, ça provoque en fait tout le mécanisme de l'accouchement. À terme, quand on vous dit à terme, c'est que vous êtes arrivé au moins à 37 SA, donc 37 semaines à partir du premier jour de vos règles. Là vous êtes à terme, donc vous pouvez accoucher à tout moment. Je vais finir par le RDC, le retour de couche. Et le retour de couche, c'est le jour où vous avez vos règles après votre accouchement. Donc votre retour de couche peut venir de quelques semaines à quelques mois après, selon si vous allaitez ou non. L'allaitement repoussant un peu le jour de retour de couche. Donc si vous allaitez, vous pouvez avoir votre retour de couche très tard. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle était complète. Si vraiment il y avait d'autres mots, n'hésitez pas à les marquer en commentaire. Ça permettra à d'autres de compléter cette vidéo en voyant les significations, les abréviations que j'ai oubliées.
Je vous fais de très très gros bisous. Je vous souhaite à toutes et à tous qui regardez cette vidéo, qui êtes en essai bébé, d'avoir un merveilleux bébé ou plusieurs merveilleux bébés si vous êtes en PMA. Et je vous fais de très 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 gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Et si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner. C'est gratuit. Et ça fait plaisir. Bisous.